Je pense que ça fait facile plus de 10 ans que je poste sur les réseaux et sur des sites spécialisés mes dessins pour essayer de les mettre le plus en avant et essayer un petit peu de me faire connaître sur différents réseaux. J'ai vraiment pu expérimenter beaucoup de choses, les algorithmes, les buzz, les bad buzz même. Et au final, nous sommes en 2024 et j'ai tout arrêté. Instagram, Twitter, TikTok, c'est ciao. Pourquoi j'ai tout coupé ? Où j'en suis et pourquoi je reste par exemple sur YouTube ? Abonne-toi. Quels sont mes conseils pour améliorer son expérience de créateur sur les réseaux sociaux ? C'est ce dont on va parler aujourd'hui. Comme beaucoup de personnes de ma génération, j'ai commencé un peu à poster à l'époque de genre Skyblog. Je faisais vraiment des petits dessins très rapidos. Après, je suis vite passée sur DeviantArt, qui était vraiment l'endroit ultime pour poster ces dessins. J'ai fait les blogs, les Tumblr, etc. jusqu'à l'arrivée de Instagram. Instagram, j'ai vraiment commencé à poster quasiment à la création d'Instagram. Ça devait être 2011, je crois, quelque chose comme ça. Donc, j'ai commencé à poster. Mes premiers posts sur mon profil Instagram, c'est des dessins. C'est quasi sûr. Je voulais vraiment essayer de poster le plus possible là-dessus. Chacun de ces réseaux-là, il y a forcément des avantages que j'ai trouvés, puisque j'y suis restée pendant un temps, et puis très vite pour certains, ça a pris un peu plus de temps pour d'autres, des inconvénients. Si on commence pour les réseaux sur lesquels je suis peu restée finalement, on peut commencer par TikTok. TikTok, j'aimais bien dans le côté faire des vidéos un peu vlog, un peu rapides, mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal au final avec le public sur TikTok. Je fais pas des généralités, mais c'est vrai que souvent, ceux qui trouvaient mon contenu et ceux qui venaient commenter, j'avais l'impression que c'était des personnes très très jeunes. Et il n'y a rien contre les très jeunes, mais souvent, ils ont tendance à vraiment commenter des conneries. Je suis désolée, mais c'est vrai. Et c'était pas le public vers lequel je voulais me diriger. Les gens réagissent vachement à chaud. Et très vite il y a des commentaires un peu déplacés, mais c'est vraiment le public de TikTok avec lequel j'ai eu du mal. Twitter, c'est aussi la même chose, c'est carrément le public. J'ai vraiment toujours eu du mal avec Twitter. Avoir l'application Twitter sur mon portable, c'est tout de suite avoir un cancer sur mon portable. Je trouve que même quand on suit les personnes qu'on veut vraiment suivre, et on arrive quand même à avoir des gens dans notre timeline qu'on voulait pas forcément suivre à la base, et ça ouvre beaucoup la porte à beaucoup de drama, et je trouve que c'est pas très sain. J'ai vraiment eu beaucoup de mal, et ça a été, je pense, le premier réseau assez tôt avec lequel je me suis dit, mais en fait, si je ne supprime pas cette application de mon portable, je pense que je vais devenir très aigrie, et ça me déprimait vraiment, quoi. J'ai vraiment ressenti l'impact négatif sur mon mental pour la première fois avec Twitter. Instagram, j'ai vraiment eu une relation assez cool avec pendant très longtemps, et j'ai souvent défendu Instagram, notamment sur ma chaîne YouTube où j'avais fait des vidéos, mais j'avais fait d'autres vidéos sur Instagram parce que beaucoup de personnes ont critiqué Instagram pendant toute sa création, c'est pas nouveau. Et ça a toujours été comme ça, parce qu'un algorithme très changeant, voilà. J'ai toujours essayé de jouer avec l'algorithme de Instagram, donc je me disais, vu que je suis créatrice, vu que je suis illustratrice et que j'ai besoin de montrer mon travail, il faut que je joue là-dedans, il faut que je puisse connaître l'algorithme. Donc je faisais vraiment des veilles d'algorithmes et de changements et de mise à jour du site, parce que c'était vraiment le site sur lequel je m'étais un peu focus. Le problème que j'ai avec Instagram, c'est que malgré tout, c'est vrai que ça change énormément et que c'est toujours un peu obscur la manière dont notre contenu va s'afficher chez les autres. Ils ont essayé de mettre en place quand même certaines choses, de mettre la petite étoile qui est un peu l'équivalent de la cloche sur YouTube, pour mettre en évidence, avoir un peu un flux des personnes préférées qu'on veut vraiment voir et pas passer à côté. Mais je trouve que vous êtes énormément punis sur Instagram lorsque vous vous absentez pendant un temps. Et à force, en fait, dès que vous commencez à décrocher, ça devient vite très compliqué de se remettre dedans. L'engagement est très fluctuant, et surtout, chose quand même qui est très importante, je pense, c'est que Instagram ne fournit aucun moyen d'être rémunéré. TikTok a déjà un peu rebondi là-dessus, YouTube, ça fait très longtemps évidemment qu'ils rémunèrent les créateurs, même si c'est pas beaucoup pour certains parce que c'est compliqué avec le contenu, mais il y a quand même une forme de rémunération que vous pouvez avoir. Avec Instagram, pas du tout. Et j'ai toujours trouvé ça fou en fait qu'il n'y ait jamais eu de concept, à part si vous trouvez quelqu'un qui veut sponsoriser votre post, etc. Il n'y a pas de moyen de gagner de la thune sur Instagram. Et je dis pas ça en sens je veux absolument être connu et gagner de la thune, mais quand vous passez autant de temps à faire de la veillée pour un réseau, à poster sur ce réseau, à essayer de le comprendre, à vraiment aller dans le sens du réseau, et que dans tous les cas, vous n'êtes pas rémunéré, c'est vraiment en mode vue,
et pas en mode argent, et ben je vous assure que quand vous vous lancez un peu dans le métier voilà, de graphiste, etc., et que vous passez par ces réseaux-là, ce genre de considération est très importante. Et puis surtout, je pense que le gros déclic, et ça j'en parle déjà aussi dans ma précédente vidéo, c'est le fait que j'ai été maman. Alors j'ai pu continuer à créer du contenu pendant toute ma grossesse, jusqu'à vraiment la semaine avant que j'accouche, je travaillais encore. Et puis à partir du moment où j'ai accouché, il y a eu évidemment la fatigue, la chute des hormones, et puis s'occuper du petit, forcément. Donc j'étais beaucoup moins disponible pour m'occuper de mes illustrations, pour avoir envie de dessiner aussi, pour avoir la motivation, et donc encore moins de motivation pour créer et se faire voir sur les réseaux et donc montrer son travail. Et revenir sur Instagram, c'est la croix et la bannière. C'est catastrophique, vous êtes assez vite shadowban. Je sais pas s'ils utilisent vraiment ce concept de shadowban, mais moi je l'ai vraiment ressenti. Je suis d'accord que quand vous n'avez pas été très souvent sur un réseau, c'est normal qu'au début c'est un peu compliqué, mais à ce point-là, j'ai trouvé que c'était vraiment très difficile et ça m'a énormément découragée. Déjà que c'est compliqué de se remettre au boulot après une épreuve aussi grande que devenir maman, parce que ça dépend pas que de vous en tant que personne, mais aussi énormément de votre corps et de vos hormones, et donc vous choisissez pas quand vous décidez d'aller un peu mieux et d'être en forme. J'ai quand même essayé de forcer le truc, notamment avec Inktober en 2023, où je me suis dit, je vais vraiment jouer le jeu, je vais créer des formats courts, parce que c'est évidemment ce que Instagram demandait de plus en plus. Donc je vais créer des formats courts, je vais essayer de poster tous les jours. Avec Instagram, de toute manière, je dessinais tous les jours, donc je me suis dit, prends ce moment justement pour en plus faire des vidéos, pour prendre des photos de ce que tu es en train de faire, enfin tout est contenu finalement. Et pour certaines vidéos, effectivement, ça marchait bien, mais en fait, vous êtes vraiment obligé de poster tout le temps. Et le problème, c'est que moi, je suis tombée malade pendant Inktober. Enfin, mon fils est tombé malade et j'ai chopé sa gastro juste après. Donc pendant 15 jours, ça a coupé complètement le truc. Et donc c'est encore pire finalement sur Instagram quand vraiment vous commencez à reposter tous les jours et qu'après vous réarrêtez de nouveau. Instagram, il vous punit encore plus. C'est extrêmement punitif. Et donc ce côté-là d'être puni constamment et de devoir absolument se mettre la pression, et c'est justement ce que ça fait, c'est que ça met une pression constante pour produire du contenu plus que pour faire ce que vous aimez ou pour travailler sur des choses que vous pourriez travailler à la place de juste vous concentrer sur les réseaux. Et puis il y a évidemment un sentiment de sorte de burn-out créatif qui se crée. Je sais que le burn-out c'est quand même un terme assez spécifique, donc je l'utilise mais un peu avec des pincettes, mais ce côté où en fait vous pensez qu'à ça et vous avez l'impression que vous avez une pression constante et vous devez réfléchir à ce que vous allez créer, mais ce que vous allez créer qui va vous plaire, mais surtout qui va plaire aux autres. Donc qu'est-ce qui peut plaire aux autres et qu'est-ce qui peut plaire en plus à l'algorithme. Et vu que j'étais sur plein de réseaux différents, il fallait que je réfléchisse à chaque algorithme et à chaque réseau différent, parce que ils ont tous un peu un tronc commun, mais ils ont tous des façons de fonctionner, parce que pour certains en plus ils sont concurrents. Et puis finalement, je passais un temps fou sur ces créations, sur ces réseaux, et ma tête était là-dedans, au détriment de la création pure. Et donc j'ai très peu dessiné une fois que je me suis remis là-dedans. Et puis je pense que le coup de pression encore plus, ça a été vraiment, surtout sur Instagram où les artistes sont extrêmement présents, et du coup, vous comparez énormément. Et en se comparant, vous culpabilisez énormément et ça alimente le côté pression et le côté burn-out créatif. Donc j'étais extrêmement stressée et j'étais au ralenti et je savais plus où donner de la tête et j'avais l'impression que j'avais loupé 15 trains de retard. C'était assez catastrophique. Et je pense que une fois que j'ai commencé à réfléchir, je me suis dit mais en fait Twitter tu l'avais quitté parce que c'était plus possible niveau mental. Peut-être que là c'est le moment de faire ça. Et donc vraiment du jour au lendemain je me suis dit tu sais quoi, je pense que là c'est le moment, de toute manière je pourrais pas faire mieux et je me prends la tête plus qu'autre chose, ça a des répercussions sur ma créativité, ça a des répercussions réelles sur une forme de santé mentale. Je vais tout supprimer. Donc j'ai pas supprimé vraiment les comptes, je les ai laissés, mais j'ai enlevé toutes les applications pour ne plus avoir les alertes, pour ne plus avoir le réflexe dès le matin d'aller sur le réseau, voir si mon post de la veille avait fonctionné, voir que pas du tout. Je me suis dit, il faut que j'arrête en fait de m'imposer ça. Donc j'ai complètement supprimé les applications de portable et je me suis dit, si j'ai besoin dans le côté professionnel d'aller poster quelque chose, ça me prendra un peu plus de temps pour le faire et donc ce sera vraiment un moment spécial pour ça. Et donc je vais reconsidérer un petit peu le côté réseaux sociaux en termes de promotion. Et au final, Instagram, je suis pas du tout retournée dessus. C'est-à-dire que même mes messages privés, je suis pas allée les lire, que je n'ai pas reposté depuis. Il n'y a même pas eu le côté « Ok, maintenant que l'application est supprimée, est-ce que je vais y retourner après ?» Pas du tout. Je n'y suis pas retournée. Et je me sens tellement mieux.
C'est un truc de fou quand même. Avant qu'on passe au conseil justement de creuser un petit peu plus le pourquoi du comment, pourquoi j'ai arrêté, qu'est-ce que j'en tire comme conclusion maintenant que j'ai arrêté, est-ce que j'y retournerai sur ces réseaux-là, est-ce que c'est temporaire ou pas, on va s'arrêter 2 minutes sur YouTube parce que YouTube, mine de rien, là je suis en train de poster sur YouTube et c'est le seul réseau. Alors beaucoup ne considèrent pas YouTube comme un réseau social, je le considère un peu comme un réseau social parce que je l'utilise de la même manière que j'utilise un Instagram par exemple. Mais en tout cas YouTube je ne l'ai pas arrêté, je continue à l'alimenter et donc je voulais juste faire une petite parenthèse là-dessus pour parler spécifiquement de YouTube en tant que créatif. Mais en gros, quand j'ai commencé YouTube, j'ai tout de suite pas eu la même vibe qu'avec Instagram que je connaissais pourtant depuis bien plus longtemps. Bon, YouTube ça prend un peu plus je trouve de courage de commencer une chaîne YouTube parce que vous vous mettez un peu plus à nu, mais j'ai constaté des différences notables sur les autres réseaux sociaux par rapport aux autres réseaux sociaux, notamment sur le résultat et la manière dont je me projetais sur YouTube. Je trouve que l'algorithme est un peu plus transparent et prévisible que un Instagram. Je vais beaucoup comparer avec Instagram parce que c'est vraiment le réseau sur lequel je misais énormément auparavant. Parce que vous avez vraiment le YouTube Creative Studio qui est beaucoup plus fourni, je trouve, que le Instagram. Je trouve que vous avez quand même en temps réel beaucoup plus de retours et c'est beaucoup moins... je sais pas, il y a un côté moins toxique et moins pression de créer. La chose qui est pas des moindres, c'est au niveau de la rétention d'attention et l'engagement de votre audience, qui est, je trouve, bien meilleur sur YouTube. Un exemple que je peux vous donner, c'est par exemple, pendant un temps, j'avais créé un concours où je proposais sur YouTube de m'envoyer ces dessins-là ou alors sur Instagram. Et en fait, je me suis rendu compte que les personnes, parce que ça on peut le voir, les personnes qui cliquent sur les liens ou en tout cas qui suivent un peu vos activités en dehors du réseau, ces personnes sont beaucoup plus importantes sur YouTube que sur Instagram. Ce qui veut dire que au niveau de la fidélisation de votre audience et au niveau de l'engagement de votre audience, c'est beaucoup plus efficace sur YouTube que de le faire sur Instagram. Les gens ne vont pas au-delà de l'application sur Instagram. Sur YouTube, c'est un peu différent. Je trouve aussi que la régularité sur YouTube est certes récompensée si vous postez toujours un peu de manière régulière, je sais pas, une fois par semaine, une fois tous les 15 jours. C'est évidemment récompensé, vous le voyez au niveau de vos statistiques. Mais par contre, contrairement à Instagram qui punit beaucoup vos absences, YouTube, il marche pas comme ça. Et moi ça s'est vu par exemple là dernièrement je postais peu de vidéos parce que c'est assez irrégulier et pourtant ma dernière vidéo c'est celle qui a eu le plus de succès depuis très longtemps. J'ai eu un boost fou au niveau des vues, un boost fou au niveau des abonnés parce que le sujet plaisait, parce que les gens ont commencé à regarder la vidéo, parce qu'il y a eu un peu un effet de rebondissement et de partage, ce qui n'est pas tellement possible sur Instagram. Donc en fait quand vous postez pas pendant des mois sur YouTube, il y a quand même une possibilité, il y a quand même cet espoir là que votre contenu que vous allez créer au bout d'un certain nombre de temps, il va être tellement bon et il va être bien fait que des gens vont quand même la regarder et que YouTube va quand même le mettre en évidence. Et puis enfin, le dernier truc en comparaison par rapport à Instagram sur YouTube, et je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est évidemment la monétisation. Je vais passer beaucoup de temps sur YouTube à faire des vidéos, à écrire des scripts, à essayer de trouver des sujets, mais souvent je vais être récompensée par une rémunération quand même et je me dis j'ai pas perdu mon temps parce que c'est du temps que je vais prendre sur mon travail quand même, mine de rien, je vais quand même être un peu monétisée sur ce temps que j'ai pris pour faire ma vidéo. Là où pour Instagram, on va se casser la tête pour essayer de décoder l'algorithme qui est très abstrait je trouve par rapport à YouTube et en plus de ça vous ne serez pas rémunéré. Et pour moi, ça a été une différence folle. Et donc, vraiment, la prise de décision de délaisser Instagram et de plus me reconcentrer sur YouTube, ça a vraiment été poussé par ça, par le côté de la rémunération. Mes conseils pour les autres artistes, pour ceux qui, alors principalement pour ceux qui voudraient dessiner et être sur les réseaux, peut-être que ma façon de fonctionner n'est pas celle qui vous conviendrait, évidemment. Donc, toujours à prendre avec des pincettes et aller voir d'autres créateurs ce qu'ils en pensent. Première chose, évidemment, évaluer quelle plateforme vous convient le mieux. Parce qu'en fait, c'est finalement ce que j'ai fini par faire. J'ai pas coupé tous les réseaux au final, j'en ai sélectionné un pour me mettre à fond dessus. Je me suis peut-être un peu trop éparpillée pendant un temps et surtout en plus en devenant maman et en ayant ce rôle de maman au foyer doublé avec le côté créatrice de contenu, il fallait faire un choix, il fallait essayer de se focaliser sur quelque chose.
Donc essayez de voir quelle plateforme vous convient le mieux, analyser les objectifs artistiques et professionnels, voir au niveau de la visibilité, au niveau de vos ventes, au niveau du networking, au niveau de votre expression créative, ce qui vous convient le mieux. Si vous, votre dessin, ça vous plaît pas de le mettre en vidéo et que vous savez pas quoi faire en vidéo, bah évidemment, allez pas sur YouTube. Enfin, essayez d'analyser vraiment le réseau ou les 2 réseaux éventuellement qui vous correspondent le mieux par rapport à votre art. Et donc ne pas caler votre art par rapport au réseau, mais plus choisir le réseau par rapport à votre art. Identifiez votre public cible et où il se trouve en ligne. Moi, TikTok, par exemple, je l'ai arrêté parce que je trouvais que j'avais un public qui était beaucoup trop jeune pour la plupart. Et au-delà du fait que, du coup, j'avais du mal à échanger avec eux, je sentais que c'était pas... j'ai pas envie d'être super condescendante quand je dis ça, mais voilà, j'avais du mal à dialoguer avec cette communauté-là, je savais plus trop quoi répondre. Au-delà de ça, sur YouTube, je vois que les statistiques, généralement, j'ai un peu plus j'ai un peu plus de femmes qui regardent mes vidéos, qui se voient un peu plus dans mon parcours, donc avec qui on échange un peu plus, avec qui on peut échanger des idées, et je trouve ça beaucoup plus intéressant que finalement le public que j'avais sur TikTok. En deuxième petit point, la stratégie pour une utilisation saine sur les réseaux sociaux. Il faut vraiment essayer d'établir des limites claires entre votre temps créatif et le temps sur les réseaux, et ne pas juste passer que du temps sur les réseaux et ne pas créer au final. C'est souvent le piège et il faut éviter ça le plus possible, évidemment. N'hésitez pas à utiliser des minuteurs ou des applications de gestion du temps. Moi, je faisais une méthode, alors pas qu'avec ça, mais généralement, moi, pour gérer mon temps, je fais la méthode Pomodoro, c'est-à-dire pendant 25 minutes, je vais travailler à fond, et puis je m'autorise après 5 minutes de pause, ensuite 25 minutes, 5 minutes de pause, 25 minutes, et après, pendant 20 minutes, je fais une pause. Et ça me permet de faire énormément de choses, puisque je sais que pendant 25 minutes, quand j'ai fini une tâche, je me dis, ouais, mais il me reste encore 10 minutes, je vais essayer de faire un truc là pendant que je peux, et après, j'aurai mes 5 minutes de pause. Ça vous permet d'être un peu plus concis, et aussi d'avoir une idée réelle du temps que vous avez passé sur certaines choses. Essayez de planifier justement votre contenu à l'avance pour réduire votre stress quotidien, plutôt que de se dire tous les jours faut que je poste vite, essayez de vous dire ok, là on est lundi, qu'est-ce que je vais poster jeudi, vendredi, etc. Et essayez de prendre de l'avance là-dessus. C'est quelque chose que moi je faisais au début mais que j'ai très vite dû arrêter de faire parce que juste, une fois de plus, je ramène tout ça à ça, mais ça dicte ma vie. Avoir un gosse, c'est très surprenant à des moments, vous aurez beau prévoir des choses, vous aurez peut-être pas prévu dans une semaine qu'il ait la gastro et que vous la chopez aussi, donc vous aurez beau vous planifier des choses pendant des jours et des jours, si ça peut vite être frustrant. Si vous n'êtes pas assez flexible et que vous dites pas là si j'arrive pas c'est pas grave, donc c'est un gros travail sur soi-même aussi. Mais si vous n'avez pas un enfant et si vous êtes un peu plus libre de gérer votre temps, n'hésitez pas à planifier, ça vous réduira beaucoup de stress. Essayez d'établir des règles claires pour les interactions aussi avec les gens qui vous suivent, c'est quelque chose qui est super important pour moi et qui est vraiment dans l'idée d'utilisation saine. Il y a souvent le côté, et je suis assez d'accord avec ça, c'est qu'on a le public qu'on mérite. Et si vous êtes quelqu'un qui, je sais pas, aime bien vanner les gens et que vous aimez bien que les gens vous vannent et que vous aimez bien un peu cette ambiance, si vous le faites dans vos vidéos, forcément les gens vont le faire aussi, ils vont se permettre de le faire parce qu'ils vont sentir cette connexion et donc ça va peut-être vanner dans les commentaires, etc. Mais si au contraire vous n'êtes pas trop dans ce délire-là et que vous aimez bien les gens un peu bienveillants, vous acceptez les critiques mais vous dites j'ai pas envie, c'est intimidant de poster sur les réseaux, on n'a pas envie de se prendre des haters et on n'a pas envie de cultiver ça, donc je pense que quand on est bienveillant dans les vidéos, souvent dans les commentaires ça l'est aussi à majorité, et donc cultivez cette ambiance là et essayez de vous mettre des règles claires dans les chats, de dire voilà n'allez pas critiquer les autres, n'allez pas faire ça, n'allez pas faire ça, ça permet un peu de mettre des règles claires et de vous aussi vous dire bon je vais préserver un petit peu cette ambiance là pour ne pas que ça découle sur vous. Ça viendra aussi avec l'expérience et ça n'empêchera pas parfois des bad buzz d'arriver ou des choses comme ça, mais au moins vous vous serez préservé le plus possible. N'hésitez pas à mettre des filtres sur les commentaires négatifs, sur des mots spécifiques. Si vous n'avez pas envie d'être insulté, vous pouvez aller sur YouTube et mettre dans les mots interdits des insultes, et donc les personnes qui vont poster des insultes, ça s'affichera pas et vous ne les verrez pas. Il y a plein de choses qu'on peut mettre en place, déjà reconnaître les signes quand vous n'êtes pas à l'aise avec un contenu que vous avez fait ou avec le retour, ou aussi les signes du burn-out créatif qui est lié aux réseaux sociaux, où en fait vous voulez tellement bien faire, vous voulez tellement poster de choses que finalement vous avez une perte de motivation parce que vous comprenez plus pourquoi vous postez, ça vient plus les mêmes raisons pour lesquelles vous postez. Et il y a une anxiété face à la création qui fait que du coup vous vous comparez constamment et vous ne postez plus à force. Ça fait vraiment un gros blocage. Donc ça évidemment, il faut reconnaître les signes avant, il faut prendre le temps, la pause quand il faut pour éviter justement d'être trop surmené.
Mettre en place aussi des rituels créatifs indépendants des réseaux, un temps de création sans pression, sans partage. Ne vous dites pas forcément dès que je dessine il faut absolument que je me filme parce que ça fera du contenu. Si vous le sentez pas à un moment donné et si vous avez besoin de faire des dessins qui seront moches pour vous et que vous avez besoin de faire plein d'erreurs et que vous dites mais si je filme du coup les gens vont le voir, enfin il y a vraiment un concept particulier. Dès qu'on commence à filmer et qu'on dessine, on n'est vraiment pas dans le même état d'esprit. Donc si vous n'avez pas envie d'être dans cet état d'esprit, bah filmez pas. Ou ne prenez pas la photo, ou ne postez pas à ce moment-là, enfin c'est pas grave. Au contraire, ça vous permettra de grandir un peu plus en dehors du réseau. On parlait des signes justement de burn-out, des signes de stress, des signes de ras-le-bol. C'est des signes que j'ai vus et qui ont fait que moi j'ai arrêté les réseaux à ce moment-là. Et justement, quand est-ce qu'on peut envisager de prendre un peu du recul ou de changer d'approche? Quand c'est qu'on se dit non là ça va pas, parce qu'on le voit pas toujours. On se dit que certains processus sont normaux, mais en fait certains non, ne le sont pas du tout, et c'est le moment peut-être de mettre le haut là. Les signes qui indiquent qu'un changement en tout cas est nécessaire dans votre processus, c'est notamment la baisse de productivité, une insatisfaction qui est chronique, vous n'êtes jamais content de ce que vous faites, et vous avez un stress qui est vraiment trop excessif, surtout une angoisse liée au fait de poster. À partir du moment où ça c'est récurrent et que ça vous obsède, il faut arrêter. Il faut pas persister, ça sert à rien de persister. Les choses à reconsidérer, ça va peut-être être réduire la fréquence de votre publication, se concentrer sur une seule plateforme principale, c'est ce que moi j'ai fait à ce moment-là. Évidemment de faire des pauses temporaires pour se recentrer. Ne pas hésiter à faire ces pauses-là et ne pas culpabiliser de prendre une pause en se disant je vais tout perdre si je fais une pause. Ouais mais en attendant si tu continues et si tu persistes, je pense que tu vas perdre aussi beaucoup. Donc je pense que la dernière chose qu'on peut aussi dire, c'est de penser, mine de rien, à développer une identité artistique au-delà des réseaux. Il ne faut pas non plus se concentrer que sur les réseaux, même si souvent c'est tout ce qu'on voit. On a souvent envie de commencer à poster nos dessins parce qu'on a vu des artistes qu'on adore qui ont fait la même chose et qui ont posté sur Instagram par exemple et qui sont devenus super populaires et super connus. Quand vous vous lancez vraiment, admettons, dans une carrière d'illustrateur ou de créateur, essayez aussi de dépendre un peu moins des réseaux par exemple. Alors on peut rester sur internet en se disant je vais créer un site internet et essayer d'explorer un peu plus le SEO de mon site et de faire un portfolio en ligne qui sera plus facile à partager à des professionnels à un moment donné, plutôt que de dépendre sur les réseaux. L'avantage avec ça, c'est que vous pouvez créer aussi votre propre newsletter qui ne dépend que de vous. C'est les gens s'inscrivent sur avec une boîte mail et vous leur envoyez les avancées de vos travaux. Ça peut être une manière très saine pour vous de vous maintenir en contact avec votre communauté et puis de ne pas avoir la pression de l'algorithme derrière. Vous pouvez aussi, et ça c'est en dehors des réseaux, participer à des événements artistiques locaux. On se rend pas compte, mais souvent, même si on est dans un coin qui est pas proche de la capitale, il y a toujours dans les villages, dans les villes alentours, des choses qui peuvent se faire pour les artistes, des rencontres qui peuvent se faire aussi, des ateliers cafés, ou alors votre mairie a besoin d'un artiste pour telle ou telle chose. Enfin, il y a toujours moyen de se rapprocher des gens, la librairie de votre coin, voilà, il y a toujours moyen d'aller voir et en tout cas, il ne faut pas partir du principe que c'est impossible et que ça sert à rien. Il y a toujours moyen de se faire des contacts et ces contacts-là ont peut-être d'autres contacts et voilà, il ne faut pas négliger aussi ce réseau-là qui est aussi une sorte de réseau social mais qui n'est pas en ligne et qui peut être aussi très bénéfique. Je me rends compte au moment où je monte cette vidéo que y a tellement de choses qui sont dites dans cette vidéo que j'ai pas répondu aussi à un point qui est assez important, c'est est-ce que je compte revenir sur les réseaux que j'ai mentionnés, que j'ai un peu délaissés, ou est-ce que je compte supprimer mes comptes de ces réseaux-là? La réponse que j'ai par rapport à ça, c'est que j'ai pas supprimé tous mes comptes. Twitter, j'ai supprimé parce que je sais que c'est un compte qui ne me convient, c'est un réseau qui ne me convient absolument pas. Mais par exemple, un réseau comme Instagram, je l'ai pas supprimé. J'ai trop de choses dedans, il s'est trop passé de choses, il y a énormément de dessins, de croquis que j'ai pu faire, donc je veux pas supprimer tout ça. J'ai encore des messages qui arrivent, etc. Mais ce que je pense qui est important à se souvenir dans cette vidéo et qui est peut-être un petit peu la conclusion aussi de ça, c'est que je pense que le plus important, c'est quand vous vous lancez dans les réseaux, c'est de ne pas vous éparpiller, donc de se focus sur un réseau comme je l'ai mentionné, mais après, une fois que vous êtes établi, vous pouvez très bien décider de revenir après peu à peu sur d'autres réseaux et d'essayer d'aller chercher votre public pour l'agrandir en tout cas, d'agrandir votre public autre part. Ça ne veut pas dire qu'il faut absolument délaisser tous vos réseaux et n'en prendre qu'un à jamais, et vous pouvez très bien revenir après dessus. Et mon Instagram, étant donné que j'aimais
j'aimais quand même bien Instagram, j'avais pas envie de supprimer et je me suis dit, je me focus sur YouTube qui pour l'instant pour moi est un peu plus rentable et me motive un peu plus et avec qui j'ai une plus grande communauté pour l'instant, j'arrive mieux à construire quelque chose dessus, ça me convient mieux, mais dans le but qu'une fois que j'aurai installé peut-être une communauté ou que j'aurai installé des projets sur YouTube, je pourrai après peut-être revenir sur Instagram et faire d'autres choses dessus, au moment où j'aurai réussi à mieux m'organiser, à être plus à l'aise dans tous ces réseaux-là. Enfin voilà, il faut le sentir évidemment, mais en tout cas c'était mon conseil là-dessus et évidemment que c'est mon expérience à moi et que plein d'autres personnes auront des expériences différentes. Quand on est freelance, le truc aussi c'est qu'on apprend plein de métiers en même temps, on apprend à être community manager en plus d'être artiste et en plus de vendre son œuvre et donc d'être responsable parfois de boutique ou d'être agent et manager en même temps, donc forcément que peut-être des gens qui sont plus spécialisés dans le community management et dans les réseaux sociaux seront peut-être pas forcément d'accord avec moi et avec ce que j'ai fait, mais en tout cas pour moi c'est la méthode qui fonctionne le mieux et je pense que c'est toujours intéressant d'avoir des avis différents et en tout cas des expériences différentes pour que vous puissiez vous après voir ce qui vous convient le mieux. Voilà. En gros, j'espère que ça a répondu un peu à cette question-là. Et si vous avez d'autres vécus, évidemment, n'hésitez pas à les laisser en commentaire et à en discuter. Voilà, je ferme la parenthèse et je reprends le montage de ma vidéo. Je vous rappelle évidemment de vous abonner à cette chaîne. Comme vous le savez maintenant, c'est le seul réseau quasiment où je poste. Donc si vous voulez des actualités, si vous voulez voir mes dessins, si vous voulez voir mes conseils, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis, on se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!